relativement vite, parce que tout le monde a faim, les enfants ont commencé à manger. J'essaierai d'éviter les redites au maximum. On ne parlera pas de graphe rénal, bien évidemment, Julien Givard en parlera une fois mieux que moi à la suite. Mais on va revenir sur quelques données très simples chez l'adulte. La première, c'est que, à l'inverse de chez l'enfant, à l'inverse de l'enfant, de situation pédiatrique, chez l'adulte, on a quand même beaucoup de diagnostics à éliminer avant de dire que c'est un SHU atypique. Ce qui va changer un tout petit peu peut-être notre approche du traitement, notamment, qu'on évoquera à la fin. Notamment, chez l'adulte, ce qui bouche les petits vaisseaux, ce que Hubert Nivet vous a expliqué de ce qu'on appelle la microangiopathie thrombotique. Il n'y a pas que la SHU atypique, ou même, qui est en train d'émerger de plus en plus chez l'adulte, la SHU typique. Il y a d'autres maladies, notamment le fameux purpura thrombotique thrombocytopénie, la fameuse tondeuse d'Hubert Nivet dont il vous a parlé. Donc c'est une autre maladie proche qui attaque surtout le cerveau, pas le rein, mais en pratique clinique, une fois sur 10, voire un peu plus fréquemment, dans 20% des cas dans certaines situations, on a du mal cliniquement à dire si le malade est plutôt du côté SHU ou est-ce qu'il est du côté PTT. Ce qui va changer un peu l'approche initiale de la prise en charge de ces patients. Comme vous a expliqué Véronique Frémourecki, d'un côté, dans le SHU atypique, on a un complément qui est dysrégulé, et de l'autre, comme Hubert Nivet vous l'a expliqué, c'est cette enzyme, ADAMTS13, qui tombe le von Willebrand, qui est déficient. Et cliniquement, ce n'est pas toujours très simple de dire qui est dans quelle catégorie et quel traitement il faut donner, notamment en situation d'urgence chez un patient adulte qui arrive pour la première fois avec un tableau de microangiopathie thrombotique. Donc, si on veut revenir sur le SHU atypique, ça c'est données extraites de la cohorte française coordonnée par Véronique, quelle est la photographie du SHU atypique de l'adulte en France? Donc, comme vous l'a dit Véronique, contrairement à ce que pensent notamment les médecins adultes, ce n'est pas une maladie restreinte ou à prédominante pédiatrique. 60% des cas de la cohorte générale sont des adultes qui ont commencé leur maladie à l'âge adulte. Donc, si on prend 125 cas, c'est surtout des femmes. On n'a aucune explication pourquoi ça atteint surtout les femmes. Dans le PTT, qui est l'autre pendant, la SHU, c'est surtout des femmes aussi, mais là on a une petite explication. C'est dans l'autre maladie qu'on appelle le PTT, c'est un anticorps qui inhibe une enzyme. On sait que les femmes font malheureusement plus de maladies auto-immunes, elles développent des auto-anticorps que les hommes. Dans cette maladie, c'est moins clair. L'âge moyen, c'est 31 ans, c'est des hommes et des femmes jeunes, mais là aussi, comme vous l'a indiqué, ça peut être très loin dans la vie, 85 ans, sachant que toutes les anomalies génétiques qu'on peut trouver ou qu'on ne peut pas encore trouver sont des facteurs de risque qui ne déterminent pas la maladie à 100%, comme vous l'a expliqué Véronique. La deuxième chose chez l'adulte, c'est que s'il faut compter sur l'histoire médicale, familiale pour faire le diagnostic, ce n'est pas toujours rentable. C'est moins de 15% des adultes qui rapportent dans leur famille un cas similaire, ce qui rend le diagnostic encore plus difficile, y compris dans des situations d'urgence, d'accueil dans des structures d'urgence qui ne sont pas très familiarisées avec cette histoire de SHU de l'adulte. Là aussi, comme chez l'enfant, l'adulte a besoin d'un facteur déclenchant pour que sa anomalie génétique puisse probablement s'exprimer. Si on retrouve dans un tiers des cas, la diarrhée, pas forcément à Euconi, sécréteur de virotoxine, mais toute diarrhée. Le dernier cas qu'on a eu à Nantes d'une patiente a eu une diarrhée avec 10 autres membres de la famille dans le même restaurant, et elle est la seule à avoir développé un SHU, ce qui n'est pas une diarrhée à Euconi, virotoxine sécrétée. Et le deuxième gros facteur déclenchant chez l'adulte, dans bien évidemment la femme, c'est la grossesse. Et une femme sur 5 dans le registre français a commencé sa maladie à l'occasion d'une grossesse. Et comme vous l'a expliqué Véronique, c'est surtout dans la période du postpartum où on a le saignement, l'hémorragie, l'infection, le relagage des cellules fétales, l'activation du complément. Et quand on n'arrive pas à la contrôler, on déclenche un SHU atypique du postpartum. Là aussi, le diagnostic d'un SHU atypique dans la période du postpartum est très compliqué parce que vous avez au moins 10 diagnostics qui donnent la même chose. Je ne parle pas du PTT dont on vous a parlé, mais une hémorragie sévère du postpartum peut ressembler à un SHU atypique, avec l'insuffisance rénale, l'hémolyse, les schizocytes même si vous voulez, et la basse des plaquettes. Mais là aussi,
même si on dit que c'est un SHU secondaire de la grossesse, 80% des patients ont une anomalie du complément. Donc c'est probablement un SHU atypique qui est déclenché par une grossesse. Et là aussi, le risque est aléatoire. Et ça, c'est plutôt en faveur de la non-contre-indication de la grossesse. Une femme qui a eu un SHU, il faut l'informer des risques et des possibilités thérapeutiques, sur lesquelles Chantal Loira reviendra probablement, mais il y a des femmes qui ont eu 3 grossesses sans aucun SHU, elles font le SHU à la 5e grossesse. Et il y a des femmes qui ont eu 5 grossesses qui font un SHU à l'occasion d'une infection autre qui n'est pas liée à la grossesse. Mais quand même, on a, par exemple, la 2e grossesse, on a un risque qui est 25%, et on avait estimé sur les données partielles rétrospectives avec Véronique que par exemple en facteur H, on a une chance sur 5 de faire un SHU à l'occasion d'une grossesse quand on a un facteur H limité. La grossesse illustre un 2e point, c'est le grand terme de SHU secondaire de l'adulte, qui est probablement un terme duquel il faut se méfier. Par raison très simple, c'est qu'un SHU dit secondaire peut rechuter, même si l'agent qu'on a considéré comme déclencheur n'est pas retrouvé. Par exemple, il y a eu des cas de SHU liés à des prises de toxines, cocaïne ou autres, et qui sont révélés être des vrais SHU atypiques. Et Julien Zuber vous parlera de la greffe, qui en elle-même, même si le patient n'a pas perdu son rein natif ses reins natifs à cause d'une MAT, d'un SHU, certains patients développent un SHU après la greffe, qu'on pensait être secondaire à la greffe, à la cyclosporine ou l'immunosuppresseur, mais qui sont là aussi favorisés par des facteurs génétiques sous-jacents. Donc, le SHU atypique de l'adulte reste très sévère, que ce soit la présentation initiale, avec 3/4 des cas dialysés au premier épisode. Et surtout, il est assez traître dans sa présentation. En ce sens que la présentation classique du SHU avec les plaquettes très basses, anémie hémolytique massive, destruction des globules rouges et l'insuffisance rénale au plafond n'est pas toujours complète. 16% des malades ont des plaquettes normales, avec néanmoins une biopsie rénale qui montre clairement une microangiopathie thrombotique, un tableau de SHU, avec une anomalie génétique éventuellement retrouvée après. Donc ça, c'est un gros piège, et surtout, ça retarde le diagnostic. Dernier cas à Nantes dans le service, une patiente qui avait des plaquettes normales, mais dialysées avec 900 de créatinémie, une destruction des globules rouges, des plaquettes normales, ce qui a fait que le diagnostic a été fait avec 10 jours de tergiversation, parce que les plaquettes n'étaient pas normales. Donc, même si on n'a pas le tableau complet, et quand on est sensibilisé, il faut savoir penser à un SHU atypique de l'adulte, même si on n'a pas les plaquettes très basses, et les globules rouges très bas, et l'insens. Quel est le pronostic du SHU atypique de l'adulte? Là, les choses sont plus nettes que chez l'enfant, et je dirais avec moins de nuances. Déjà, le pronostic du SHU atypique de l'adulte est beaucoup plus sombre que celui de l'enfant. Est-ce que l'enfant récupère mieux? Est-ce qu'ils sont mieux traités par les pédiatres? C'est possible. Dans tous les cas, chez l'adulte, quelle que soit votre anomalie génétique, le pronostic rénal est très mauvais dans l'ensemble. Donc au départ, on pensait que c'était le facteur H, que c'était le C3, mais on s'est rendu compte, certes sur peu de malades, que même les patients adultes qui ont commencé leur maladie à l'âge adulte avec une mutation MCP arrivent tôt ou tard malheureusement à rejoindre le pronostic mauvais des patients qui ont d'autres anomalies génétiques. Donc ça reste un pronostic rénal effroyable, quelle que soit l'anomalie génétique, et c'est vrai qu'un traitement innovateur, dont on vous parlera longuement, sur lequel je vais passer rapidement, comme le Soliris, est assez attendu. Est-ce que c'est une maladie qui rechute? Oui, c'est une maladie qui rechute, vous le savez, il y a plein de cas qui l'illustrent, mais la première rechute, du moins dans la cohorte de l'adulte, survient essentiellement lors de la première année. Et c'est vrai que peut-être, nous, néphrologues adultes, on a parfois tendance à se relaxer un peu, notamment dans la surveillance, dans la première année, une fois que les patients sont sortis de la première poussée, avec plus ou moins de ces cadres. Clairement, le Soliris va radicalement changer le profil de rechute de ces patients-là. Malheureusement, beaucoup ne rechutaient pas parce qu'ils perdaient leur rein à la première poussée. Donc clairement, le Soliris va contrôler la maladie. On l'espère éviter leur rechute à long terme,
mais c'est possible que le fait que les patients n'arrivent plus à l'insuffisance rénale terminale et perdent leur rein malheureusement à la première poussée va augmenter le risque de rechute. En tout cas, au-delà de la première année, ça c'est des données hors Soliris, avant traitement, quoi que ce soit, c'était du traitement par plasma. Au-delà de la première année, le risque est plus faible. Il n'est pas négligeable, il est d'un quart à peu près de risque de rechute, quelle que soit la mutation. Bien évidemment, les MCP, même chez l'adulte, ont un risque plus élevé de rechute. Donc, quel traitement aujourd'hui? Pour faire schématique, et sans rentrer dans les données de littérature qui sont relativement anciennes, on n'a aucune preuve aujourd'hui que le traitement par plasma, que ce soit par perfusion ou par échange plasmatique, change radicalement le pronostic rénal d'un SHU atypique de l'adulte. Bien sûr, on le fait encore. Je vous explique pourquoi on le fait encore chez l'adulte à la première poussée. La seule preuve est une preuve très ancienne, une étude prospective, c'est-à-dire ouverte, randomisée, on tirait aux gens au hasard, pour savoir si elle recevait du plasma en échange plasmatique ou un traitement symptomatique. C'est des études très anciennes. À l'époque, on ne connaissait ni le complément, ni la dame TS13. Et possiblement, ces études ont inclus beaucoup de malades qui avaient plutôt une forme PDT liée à dame TS13 dans laquelle le plasma marchait bien. Mais aujourd'hui, on n'a aucune preuve non plus que le plasma change la régulation du complément. Donc, Voynick avait publié quelques données très partielles il y a quelques temps, mais on n'a pas de preuve aujourd'hui. Quand vous faites un échange plasmatique, vous allez rétablir, par exemple, en contrôle normal de la voie alterne du complément. On essaye de le faire dans circonstances d'urgence, mais c'est vrai qu'on a besoin d'une façon urgente d'un traitement plus efficace pour contrôler et arrêter l'activation du complément, notamment à la phase aiguë. Donc le Soliris, j'en parle pas, Chantal Loira en parlera largement dans l'après-midi. Je vais passer rapidement. Le Soliris, on vous a expliqué comment ça marche. Je passe là-dessus. Je passe sur les données publiées. J'ai piqué ces données à Julien Gilbert. Il en parlera dans les reins natifs, mais dans les reins greffés. Globalement, ça marche bien, quelle que soit l'anomalie génétique, qu'elle soit retrouvée ou pas. Donc, je vais passer rapidement pour vous redire comment on prend en charge un patient qui arrive avec un tableau évocateur de microangiopathie thrombotique chez l'adulte, première poussée. Sans histoire familiale, bien sûr. Parfois, l'histoire familiale, bien qu'elle soit malheureuse, aide pour le troisième patient et le quatrième patient. Et parfois, on n'a pas d'histoire familiale chez l'adulte. Il arrive, il a très peu de plaquettes, très peu de globules rouges, et bien sûr, la créatinine ou l'urémie, l'urée très élevée, il est en urémie, en insuffisance rénale aiguë. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'attitude actuelle chez les néphrologues adultes est quand même de faire des échanges plasmatiques pendant les 4-5 premiers jours. Vous dites, ils sont masochistes voire sadiques parce qu'on sait que l'éclusizumab marche bien. Il marche bien certes, mais on n'est pas sûr que ce soit un SHU atypique quand le patient arrive. On doit évidemment éliminer d'autres variétés de microangiopathie thrombotique comme le purpura thrombotique thrombocytopénique où on sait jusqu'à preuve du contraire que le plasma, l'échange plasmatique marche relativement bien. Donc, il faut éliminer aussi le cancer, qui heureusement est beaucoup plus rare chez l'enfant, qui peut déclencher, comme on l'a expliqué, les poussées de microangiopathie thrombotique. Et il faut aussi éliminer les maladies qu'on appelle auto-immunes, le lupus, même si, à mon avis, donner l'équilibrage dans ce contexte-là n'est pas une photographe, loin de là, à la place des échanges plasmatiques. Sous cet état de cause, il faut attendre 4 ou 5 échanges plasmatiques, le temps d'être sûr qu'on n'a pas un déficit en dame TS13 et qu'on a éliminé cancer, maladie auto-immune, avec les moyens du. Et la deuxième chose, c'est que certains SHU atypiques, peut-être, même si c'est une minorité, répondent bien aux échanges plasmatiques. Peut-être moins bien que l'éclusizumab, mais ça reste une minorité. Et clairement, si au bout de 4-5 jours au maximum, non seulement les plaquettes n'ont pas augmenté, non seulement si les LDH, la distribution des globules rouges ne s'est pas arrêtée, si la fonction rénale ne s'est pas améliorée, il faut débuter en urgence l'éclusizumab. Probablement que le sauvetage rénal, quand on est sûr que c'est un SHU atypique, ce n'est pas une autre forme de microangiopathie thrombotique, le sauvetage rénal est meilleur avec l'éclusizumab qu'avec tout autre traitement. Donc, il faut bien sûr ne pas attendre la génétique, quelle que soit la qualité et les informations que nous apporte la génétique. L'urgence, c'est traiter le malade, qu'il ait ou pas d'anomalie génétique. On sait plus c'est tôt, mieux c'est pour sauver les reins et éviter que les malades
non seulement ne restent en dialyse, mais récupèrent au maximum leur fonction rénale. Chantal Bora vous parlera mieux que moi du régime, du protocole de traitement, qui, on vous dit, une fois par semaine pendant 4 semaines, puis une fois tous les 15 jours. Chez l'enfant, l'adaptation de dose, on en discutera longuement, mais chez l'adulte, probablement, on ne fait pas attention non plus à l'adaptation de dose, en disant que tous les adultes sont pareils. C'est pas vrai, ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas la même masse corporelle, et surtout, peut-être que le blocage du complément et l'intensité d'activation du complément n'est pas la même chez des adultes par rapport à eux. Donc il faut monitorer avec les moyens dont on dispose en routine, si on a bien évidemment monitorer, bloquer complètement le complément. Est-ce qu'il faut espacer ou raccourcir les doses, augmenter la dose? C'est à voir au cas par cas. Et la deuxième question qui va se poser, notamment chez l'adulte, c'est est-ce qu'il faut ou pas tenter d'arrêter les QI? Je parle sur les reins natifs. Julien Gilbert parlera des reins greffés. Personne n'a la réponse, mais je pense que patients et médecins seront tentés d'espacer, voire de faire la tentative d'arrêter. Notamment, je prends toujours l'exemple d'une patiente de 30 ans qui a fait un SHU postpartum, qui a été traitée par eculizumab, qui a récupéré une fonction rénale normale, qui a 32 ans, au bout d'un an et demi de traitement, 2 ans. Est-ce qu'on doit la laisser encore 50 ans sous eculizumab? C'est une question qui vaut d'être posée, même si personne n'a la réponse actuelle. Et là aussi, peut-être que la génétique, l'âge, la génétique aussi, et le facteur déclenchant va nous aider à savoir comment monitorer et comment espacer éventuellement le traitement d'un patient par rapport à un autre, chez l'adulte toujours. Et il y a d'autres modulateurs du complément qui vont arriver. Certains sont pas en développement par la même compagnie qui a développé le Soliris, mais on a parlé du facteur H. Je pense que malheureusement le facteur H purifié humain, il faut un peu l'oublier parce qu'il n'arrivera pas sur le marché tout de suite, mais le LFP, comme d'autres laboratoires, se concentre sur le facteur H recombinant, qui peut être un apport supplémentaire pour mieux contrôler l'activation du complément, notamment chez des patients comme le cas 2, 3, déjà présentés, dont la cause principale est un défaut de facteur